Voilà, donc on va étudier un principe qui en fait qui existe depuis toujours, qui est maintenant un concept scientifique, mais c'est un principe d'évolution qu'on appelle l'hormèse. Alors qu'est-ce que c'est? Je commence par une définition. Tout organisme vivant soumis à une agression, qui va générer un stress dans l'organisme, ou élément toxique à la dose adéquate, va augmenter sa résistance à cet agent stressant. En gros, c'est la citation de Nietzsche, « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Alors attention, ça, c'est un concept qui ne peut exister que parce que l'homme est adaptable. Tous les êtres vivants ont une capacité d'adaptation. Donc le mot-clé aujourd'hui, c'est adaptation. Et nous avons la propension à nous renforcer alors, par la contrainte et à nous fragiliser par l'absence de contrainte. Donc vous allez voir que c'est un concept qui qui est en relation avec la notion de conception de santé évolutive et non pas de santé comme absence de maladie. Ça veut dire que je peux devenir toujours en meilleure santé. Comprenez ce concept? La santé, c'est un principe évolutif et non pas quelque chose, voilà, tout va bien, je ne suis pas malade, tout va bien, je ne suis pas malade, un jour je suis malade. Non, la santé, je peux être en meilleure santé, c'est-à-dire augmenter mon potentiel vital. Et pour ça, alors vous le comprenez ce concept, lorsqu'on vous soumet à une agression, à une contrainte, votre corps est obligé de s'adapter pour faire face à cette contrainte. C'est le principe par exemple de la musculation. Vous vous entraînez aux haltères, au début vous n'arrivez pas, vous faites 8 répétitions avec 10 kg, et puis avec un peu d'entraînement, le lendemain, vous avez des courbatures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps se restructure, vous êtes en train de... Vous avez déchiré vous avez fait des micro-déchirures localisées, et l'inflammation arrive pour réparer ces zones, et derrière, votre muscle, le lendemain, qu'est-ce qu'il a? Il a augmenté sa puissance. Il est plus fort qu'il n'était avant. Pareil, quand vous vous cassez la jambe, un cal osseux, et derrière, votre jambe est plus costaud qu'elle n'était avant. Alors attention, on ne va pas jusqu'à briser l'os. Dans le principe de l'hormèse, les doses sont adéquates. Adéquates, ça veut dire qu'elles sont ajustées en fonction de votre vitalité. Et ça, aujourd'hui, ça va être essentiel de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'individualisation de la technique. L'intensité du froid, du chaud, des contraintes extérieures, de force, etc. Tout va être adapté en fonction de la vitalité, du répondant de la personne. Alors, on peut s'adapter à des choses qui paraissent saines et normales, correctes, comme, je veux dire, plus de sport, s'adapter au froid, s'adapter au chaud, s'adapter à des contraintes environnementales, mais on peut aussi s'adapter à des toxines, à des substances toxiques. L'alcool, par exemple, vous savez qu'une personne qui est alcoolique, elle a une meilleure capacité d'élimination et une meilleure capacité à supporter des doses d'alcool supérieures à quelqu'un qui n'est pas alcoolique. C'est-à-dire que son foie s'est adapté, sécrète plus d'une certaine hormone anti-alcool particulière, votre corps encaisse des doses de toxiques supérieures. Alors on verra que ça marche avec tout type de toxiques, d'agression chimique, d'agression physique et agression psychologique. Alors on va voir que ça marche un petit peu différemment. Parce qu'on a tendance à parler de l'hormèse pour nous rendre plus forts physiquement, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi fait de psycho-émotionnel. Donc cette adaptation qu'on appelle la résilience, quand face à un conflit on est capable d'y faire face et de rebondir, quand vous subissez un traumatisme, un drame émotionnel, et bien la résilience psychologique, ça existe aussi. Donc on est bien d'accord qu'il va falloir individualiser et partir de ce qu'on appelle la constitution d'un individu, son tempérament si vous voulez, c'est un peu plus précis. Donc c'est-à-dire qu'il y a des paramètres génétiques qui vont influer notre capacité à rebondir, à résister aux contraintes environnementales, et puis il y a ce à quoi on se soumet. On va voir que c'est l'attaque progressive et répétée de l'organisme qui va entraîner une résistance de sa part pour enclencher une réponse adaptative en fin de compte. Je dis bien répétée et progressive. Parce que si vous le faites qu'une fois de temps en temps, il y aura une petite évolution et puis ça va retomber. Sachez que votre corps est feignant. C'est-à-dire qu'il ne va rien produire en vous, il ne va pas dépenser d'énergie inutilement. Il ne produit rien en vous qui ne soit inutile pour vous adapter. Alors, comment on s'adapte face à un agent stressant? Face à une molécule toxique ou
un autre élément particulier. Ici, c'est une échelle d'éléments toxiques. Imaginez que vous preniez du cyanure. Alors l'étude, elle a été faite au début, hein, c'est Calabrese, Edward Calabrese, qui a étudié les principes de l'hormèse à partir d'exposition à des rayons gamma et des substances toxiques comme du mercure, c'est-à-dire des poisons pour l'organisme. Et donc, il expose une personne à des doses, ça c'est la dose de mercure, hein, un G, et il regarde comment notre corps réagit, et tout ce qui est au-dessus ici va être considéré comme réponse bénéfique, c'est-à-dire une bonne adaptation de l'organisme, du plus si vous voulez, et tout ce qui va passer en dessous de cette ligne, c'est du moins. Et il s'est aperçu qu'à des doses très faibles de cyanure, ici, eh bien, notre corps s'adapte très bien et crée des réactions particulières qui le rendent plus adaptable ensuite au cyanure, c'est-à-dire qu'il l'élimine plus facilement. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à un seuil optimal, une dose optimale, pardon, de cyanure, ici. Et à partir de cette dose, les bénéfices commencent à être un peu moindres, c'est-à-dire que l'adaptation est moins bonne. Jusqu'à un moment donné où on passe, où la dose ici devient toxique. Toxique dans le sens où on ne peut plus s'adapter correctement et on commence à déstructurer notre organisme et aller vers de la souffrance et vers la mort, si vous voulez. Il n'y a plus d'adaptation correcte. Mais à petite dose, la réaction produite dans l'organisme est bénéfique. Elle entraîne des réactions qui vont nous améliorer sur le plan de la résistance dans différents domaines, mais surtout dans notre capacité à éliminer cette molécule. Donc on parle de seuil de stimulation optimale pour la contrainte à laquelle vous êtes soumis. Ici c'est l'idéal, après c'est un petit peu moins bien pour l'adaptation. Donc n'oubliez pas que même si un être est adaptatif, il ne l'est pas face aux changements trop brutaux. C'est-à-dire que cette capacité que l'on va avoir à supporter une toxine, par exemple la pollution, eh bien, si je suis exposé depuis mon enfance à des doses légères de pollution, je vais être capable de mieux la supporter à l'âge adulte qu'une personne qui vient de la campagne et qui n'a jamais été en contact de la pollution. C'est tout simplement de l'entraînement. Bien sûr qu'on ne va pas se soumettre tout le temps à des choses toxiques. On va voir que ce n'est pas l'idéal quand même. Certaines personnes utilisent le principe de l'hormèse en s'inoculant du venin. Pourquoi ils font ça, à votre avis? C'est dans les pays où on est exposé à la piqûre de venin. En Inde, des choses comme ça. Donc on prend dès la plus petite enfance des petites doses de venin et on s'habitue. C'est le principe de la vaccination, si vous voulez. C'est tous ces principes-là. Alors attention, ce n'est pas la même chose que l'homéopathie. Dans l'homéopathie, il n'y a pas de réaction organique, il n'y a pas de réaction neuroglandulaire. C'est juste une mémoire, une information qu'on va donner au corps. Ce n'est pas le même principe. Donc, pourquoi chercher à devenir plus fort, plus résistant, plus adaptable? Notre mode de vie, donc pour ça je disais, il est devenu très confortable. Pas de différence de température, sédentarité, le travail est facilité, la nourriture est abondante constamment. On va voir que le jeûne fait partie de l'hormèse. Hein, le fait d'avoir une alimentation aléatoire. Le frigo, vous ouvrez, vous avez faim. Il n'y a plus de stress par rapport à la faim. Pourtant, c'en est un normalement. Donc, notre inconfort dans notre société, vous savez à quel niveau on l'a maintenant? Sur le plan psychique. On est sans arrêt en stress, en train de résoudre des problèmes informationnels. Hein, des conflits psychologiques, des trucs au boulot, des trucs à la maison. Et ce stress, le problème, si encore c'était des contraintes ponctuelles, on pourrait s'y adapter correctement. Le souci, c'est que c'est des contraintes continues. On appelle ça un stress chronique, psycho-émotionnel. Et là, à ce moment-là, votre corps ne peut pas s'adapter correctement. Alors vous savez, pour l'anecdote, qu'on gère en une journée, quand on va au travail, quand on travaille sur ordinateur, dans une open space, etc., plus de stimuli informationnels que presque en une demi-vie à la préhistoire. C'est-à-dire que votre cerveau en charge informationnelle, c'est monstrueux qu'il a à gérer aujourd'hui. Est-ce qu'on est adapté pour ça? Je pense qu'on s'est adapté en partie, mais on ne peut pas s'adapter au-delà d'un certain seuil, et on arrive à des taux aujourd'hui de stress psycho-émotionnel monstrueux, enfin vraiment très importants. Alors,
s'adapter, on verra que ça va vous servir à rehausser ce qu'on appelle le seuil de mise à feu de la souffrance. Alors il faut considérer le niveau de vitalité d'une personne. On va prendre une personne qui est sous-vitale. Sous-vitale, vous le définiriez comment? Normo-vital ici et sur-vital ici. Comment vous définiriez un individu sous-vital? Ouais, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui le caractérise par rapport à un normo-vital? Très bien, c'est juste ce terme-là. C'est toujours l'adaptation. Dès qu'il va être soumis à une contrainte, eh bien, très vite, il va s'épuiser. Il va rentrer dans une phase de souffrance, d'épuisement. Ça veut dire que si je suis ici un sous-vital, ici, vous allez avoir un seuil de mise à feu de la souffrance ou du moment où je commence à perdre de l'énergie, à voire peut-être commencer un processus morbide, d'accord, à me dégénérer. C'est-à-dire que cette personne, si je la laisse, on va imaginer que la contrainte c'est du froid, je la laisse 1 minute dans un bain à 5 degrés, elle va commencer à rentrer en hypothermie et très vite, elle risque de mourir. Alors que lui, le normo-vital, pour la même dose de stress, d'agression, eh ben, il va rester dans l'eau beaucoup plus longtemps. Peut-être 1 minute de plus, 5 minutes de plus. C'est-à-dire que lui, son seuil de mise à feu de la souffrance et de la déstructuration, il va être beaucoup plus rehaussé. Et le survital, c'est quelqu'un qui est hors norme, qui a des capacités d'adaptation nettement supérieures. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soumis aux mêmes contraintes, que ce soit un jeûne, que ce soit du froid, du chaud, que ce soit un travail physique intense, se lever tôt, moins dormir, etc. Très vite, lui, il va s'épuiser. Et qu'est-ce qui risque de se passer s'il s'épuise? Comment faire pour ne pas mourir à ce moment-là? Je parle pour un stress. Imaginez qu'il y a un gros stress psychologique aussi. Hein? Eh bien, il va faire appel à un processus particulier qu'on appelle la maladie. Vous savez que c'est une mémoire archaïque d'adaptation à la maladie. C'est pour ça qu'à un moment donné, soit il va mourir, parce que quand vous êtes dans un bain à 1 degré pendant 10 minutes, ben, lui, 10 minutes, il est mort. Hein? D'accord? Donc là, il n'y a pas d'adaptation possible. Maintenant, si c'est un stress psychologique auquel vous êtes soumis constamment, mon patron me gueule dessus toute la journée, lui, il va encaisser un peu plus longtemps, mais, et encore, ça dépend, comment il va réagir, lui, si son patron l'engueule toute la journée? Hein? C'est exactement ça. Il va s'opposer à ça, il va soit partir, soit la fuite, soit le combat. C'est une réaction saine, vitale. Ici, il va se soumettre. D'accord? Les réactions sont différentes. À ce moment-là, cette soumission peut entraîner une dépression, ce qu'on appelle le burn-out. Mais il faut des processus, il y a des processus psychologiques qui entrent en jeu. Ce n'est pas que la vitalité là qui entre en jeu. C'est tout le niveau de développement personnel de la personne, son histoire, etc. Donc, nos réactions sont très différentes en fonction de notre vitalité lorsqu'on est confronté à des contraintes environnementales, qu'elles soient psychologiques, chimiques, physiques, etc. Mais on met tout sur le même plan, chimique, psycho... Oui, l'hormèse, c'est ça en fait. Mais attention, imagine que cette personne, elle ait fait un travail de développement personnel très important. Et que confronté, lui pas du tout. Et lui, dès que, dans son histoire familiale, il y a des conflits particuliers, de disputes tout le temps. Quand il arrive avec un patron qui commence à l'engueuler, la dispute, il ne va pas la supporter, lui. Ça va de suite le renvoyer à quelque chose qu'il n'a pas résolu dans son enfance. Elle va être intolérable, la dispute. Ben lui, il va basculer directement dans une phase de maladie. Et la maladie qu'il va avoir ici, c'est laquelle? Pour ceux qui ont fait du décodage biologique, dispute? Une bonne bronchite. D'accord? Les bronches, c'est le marquage de territoire R. Pour ceux qui ont fait ça, vous vous souvenez, hein? Je marque mon territoire R. J'ulcère mes bronches pour mieux rugir. Parce que j'arrive pas à gueuler suffisamment fort pour me faire entendre. Mais lui, est-ce qu'il a besoin de passer par ce stade-là? Non. Il va peut-être dépasser la situation et mettre en place du lâcher-prise, du recul,
analyser la situation autrement et pas le vivre en termes de stress. Ça ne va pas l'affecter autant que lui parce qu'il n'a pas la même histoire. Donc, je sais que c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas les bases de décodage et tout ça. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que l'hormèse sur le plan psycho-émotionnel ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Parce que notre capacité réactionnelle, là, elle n'entre pas vraiment en jeu. C'est surtout notre capacité de résilience qui dépend de notre histoire personnelle, de notre mémoire familiale, de notre niveau de développement personnel, de tout ce qu'on a appris en termes relationnels. Oui, donc dans ton exemple, on a bien affaire à quelqu'un qui est très fort physiquement. Physiquement, voilà. Sur le plan, on va voir que ça se passe sur le plan neuroglandulaire. Mais imagine que cette personne, les deux personnes soient soumises à deux stress psycho-émotionnels, des traumatismes, des chocs très puissants qui n'ont rien à voir avec leur histoire. Ils sont sur le même plan, sur le plan émotionnel. Par exemple, ils assistent tous les deux à un accident, un attentat. Une bombe explose, là, à 100 mètres devant eux. Lui, peut-être qu'il va faire un burn-out, qu'il va avoir un stress post-traumatique beaucoup plus fort et plus durable que lui. Lui, il va encaisser peut-être davantage cette situation-là. Mais c'est une faiblesse de réagir par la violence. Oui, mais là c'est pas la violence. Là, je parle en termes de ne pas sombrer dans un burn-out, dans un stress post-traumatique. Suite à juste un événement neutre pour les deux. Parce que c'est neutre, une explosion. C'est un choc, mais ça renvoie à aucune des deux histoires familiales chez eux. Ils n'ont jamais vécu ça, voilà. Mais par contre, lui, l'encaissera davantage. On parle d'encaisser les stress. Voilà. Donc l'épuisement viendra moins vite, etc. Et peut-être qu'il rebondira plus facilement. Ou il le refoulera et vivra avec plus facilement que lui là-bas qui va le refouler, mais ça restera plus actif en lui. Voilà. Ça, c'est très personnel. Donc, on devient fragile et on réduit notre seuil à partir duquel la souffrance se fait sentir. D'accord? Ça, c'est quand vous vous confrontez aux éléments, vous rehaussez votre seuil de mise à feu de la souffrance, si vous voulez. Alors, moi, mon père, quand il me soumettait, ou lui, quand il se soumettait à des contraintes environnementales, de froid surtout, c'était froid, exercice physique, il associait les deux, c'était pour faire en sorte qu'on ne tombe pas malade. Donc quand il me disait ça, développe tes résistances immunitaires pour ne pas tomber malade, ça veut dire qu'au fond, il avait peur de quoi? De la maladie. Et je vous avais expliqué ça. Si on a peur de la maladie et qu'on fait tout pour ne pas l'avoir, est-ce que c'est si bon que ça? Eh bien non, parce qu'il vaut mieux avoir de temps en temps une petite maladie pour se remettre en cause, savoir habituer notre corps à réagir aussi dans ces phases-là, pour être capable à un moment donné, comprendre les petits conflits que je vis au quotidien que je n'arrive pas à résoudre. Parce qu'une maladie, c'est un conflit, quoi qu'il arrive, vous verrez. Et derrière, le jour, si j'ai jamais eu de maladie, j'ai jamais été confronté à aucune contrainte psycho-émotionnelle, aucun traumatisme, rien, tout va bien. Le jour où j'ai un gros truc dans ma vie, eh bien, j'y suis pas préparé du tout. Et là, c'est la cata. Ça veut dire que vous n'avez pas développé des capacités de résilience psycho-émotionnelle non plus. Par contre, l'avantage de devenir plus résistant physiquement sur le plan neuroglandulaire pur fait que lorsque vous allez avoir une maladie, vous allez supporter soit la phase de stress de cette maladie, soit la phase de réparation de cette maladie. Vous savez que les maladies, elles ont deux phases, on va voir tout à l'heure. Mais quand vous avez de la fièvre, une grippe, 39, 40 degrés, et bien plus vous avez de vitalité, plus cette fièvre va être importante, plus votre capacité à éliminer des tissus qui doivent être dégradés, tout ça va être forte, et mieux vous allez encaisser cette phase-là avec moins de souffrance. Franchement, moi, quand j'ai 39 de fièvre ou 40 de fièvre, ça m'est pu arriver, mais j'ai jamais eu besoin de prendre un médicament contre la douleur. Même quand je rampais pour aller boire un coup. C'était normal d'avoir de la fièvre pour moi. J'avais grandi avec ça de temps en temps, on prenait un petit bain froid, un bain de siège, et puis c'était terminé. Et puis quand même je dégoulinais, j'ai jamais eu besoin d'un Doliprane. Mais j'avais été habitué à ça. Si dès votre enfance, vous vous habituez à un petit peu de souffrance Doliprane, eh ben, vous ne laissez pas faire cette phase de réparation, elle sera moins intense, mais elle se fera quand même, je vous rassure. Mais vous souffrirez un petit peu plus. Et puis le jour où vous aurez un gros truc à réparer, il vous fera des doses de poison supérieures.
1, n'ayez pas peur de la maladie. 2, ne faites pas d'hormèse pour éviter la maladie. De toute façon, ça ne marche pas, vous verrez. Sauf pour les petites contraintes ou le fait, des petits stress particuliers qui peuvent générer des petits symptômes, ça peut arriver. Voilà. Ou on verra dans certaines contraintes digestives, choses comme ça, quand on s'habitue à jamais manger, à jamais faire d'écart digestif. Vous savez, il y en a. La naturopathie, ils vous disent, voilà, vous avez une allergie, vous ne supportez pas le gluten, vous ne supportez pas le laitage, donc il faut éviter, on fait une éviction des produits auxquels on est intolérant. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien sur le moment, vous vous sentez mieux. Mais qu'est-ce que fait votre flore? Votre flore, elle évolue, elle s'appauvrit un petit peu, et elle s'habitue à ne manger que certains aliments. Donc derrière, sur le plan aromatique, vous devenez moins adaptable au moindre écart. Et le jour où vous allez faire des écarts, vous allez moins les supporter. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout le temps faire des écarts, mais à des doses optimales. Sur tous les plans. Il faut faire ce qu'on appelle un mode de vie aléatoire. Et on va voir comment se renforcer grâce à ça. Donc comprenez que, plutôt que d'éviter, quand vous êtes petit, vous savez, on vous dit mets ta cagoule quand tu sors de la piscine, mets pas tes doigts dans la bouche, c'est pas bon. Comment? Sors pas les cheveux mouillés. Voilà, sors pas les cheveux mouillés, couvre-toi bien, va pas jouer dans la boue, c'est sale, ne bois pas dans le verre des autres. Moi, j'ai eu la chance de jamais connaître ça. C'est génial, hein? J'étais tranquille. Mon père, il me disait surtout, mets pas ta cagoule. Ma mère, elle voulait que je la mette, mais mon père ne la met pas. Et on buvait dans les verres de tout le monde, qu'est-ce qu'on s'en foutait, enfin, je veux dire, on jouait dans la boue, on savait même pas les mains avant de manger. C'est pas sale, comprenez que c'est se confronter aux éléments naturels. Ce qu'on considère comme propre aujourd'hui, quand vous lessivez tout à la javel, il n'y a rien de pire. Vous n'êtes plus confronté à ce qui va modifier votre flore symbiotique, etc. Donc votre vie, plutôt qu'elle soit toujours 20 degrés, manger toujours la même chose, rester toujours sur une ligne droite comme ça, eh bien, il va falloir de temps en temps la faire monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, etc. Pour, à un moment donné, ne plus rehausser ce seuil de mise à feu de la souffrance, de l'adaptation, si vous voulez, de la non-adaptation. Alors il faut s'exposer à des doses, on verra, les contraintes environnementales, il ne faut pas qu'elles soient chroniques, pas qu'elles soient continues, et il vaut mieux qu'elles soient fortes, intenses, mais brèves. C'est comme ça que le corps s'adapte le mieux. En fait, en termes de vitalité physique, il vaut mieux, en termes même d'endurance, vous voulez progresser sur le plan cardiovasculaire. Vous savez ce qu'on fait maintenant? On ne fait plus de la course à 10 km/h pendant 1 heure. On fait du fractionné, du HIIT, hein, de l'effort à haute intensité. Mais très court, très bref. Et ça entraîne de meilleurs développements des capacités cardio-respiratoires. Pareil pour les jeunes, il vaut mieux faire des petits jeûnes courts à des moments donnés qu'un long jeûne qui entraînera, bon, bien sûr, d'autres adaptations, mais qui est plus traumatisant pour l'organisme, qui est plus difficile dans les réactions. Sauf quand on est très malade, des fois on a besoin d'un jeûne de plus de 3 semaines. Hein. Voilà. Mais bon, c'est des cas très particuliers. Pour le froid, le chaud, c'est pareil. La contrainte fera qu'elle soit brève et intense. Et ensuite, il y a 2 règles à respecter dans l'hormèse. C'est que, après chaque stress vécu, vous allez devoir respecter une zone de repos, de restructuration. Et ça, c'est pas toujours très bien compris dans l'hormèse. Alors, pour ceux qui ont fait les décodages, on reprend le schéma de Hammer. Vous vous souvenez, quand on est soumis dans la vie à des petits stress, et puis un jour on a un gros stress. Ça, c'est une échelle de stress. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait Hammer, vous écoutez, vous allez comprendre, mais on le reverra en septembre. Hein. Cette échelle imaginez que je sois soumis à un stress très très important. Je vous mets dehors tout nu là. Il fait 2 degrés, vous allez avoir froid. Donc vous êtes en stress. Qu'est-ce que fait votre organisme dans cet état-là? Qu'est-ce qui se passe? Tu frissonnes. Pardon? Tu frissonnes, tu essayes de... Ouais, donc il réagit avec des réactions particulières. C'est quoi qui lui permet de faire ça? C'est quel système?
glandulaire et nerveux. Votre système d'adaptation, c'est le système neuroglandulaire. Tout se met en branle, on verra, pour vous permettre de réagir à ce froid. Vous êtes en stress, vous réagissez. Tant que vous réagissez correctement, par du frissonnement, en produisant de la chaleur, des contractions musculaires, de la tension physique interne, une augmentation de la fréquence cardiaque, des sécrétions d'adrénaline, de cortisol, de thyroxine, etc. Tout se passe bien. Vous maintenez votre température interne correcte. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ce seuil-là, vous n'y arrivez plus. Alors à ce moment-là, on s'arrête. Et on arrête d'être soumis à la contrainte. C'est comme quand on a une maladie, on trouve une solution au surstress qu'on a vécu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est en sympathicotonie. D'accord? C'est le système orthosympathique qui accélère tout dans le corps, qui mobilise nos ressources, qui est dominant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand le stress s'arrête, on rentre au chaud, on passe en vagotonie ou en parasympathicotonie. C'est quoi la vagotonie? Ça sert à quoi? À réparer, à récupérer, à refaire de l'énergie nerveuse. Et c'est dans cette phase-là que vous allez avoir tous les processus anaboliques. Donc une phase sympathicotonie et une phase de réparation. Donc si vous ne respectez pas la phase anabolique de réparation, de reconstruction, tous les bénéfices du stress vécu auparavant ne servent à rien, puisque votre corps n'arrivera pas à regagner du plus, si vous voulez, à améliorer, à rehausser son seuil de mise à feu, on va dire des maladies si vous voulez, mais de la souffrance. Alors, est-ce que on vous dit qu'après avoir vécu un stress, est-ce qu'on revient au même stade qu'avant? En fait, non. On revient à un seuil, si vous voulez, alors c'est pas sur ce schéma qu'on le mettrait, mais on ne revient pas, voilà, au même niveau qu'on était avant. Vous avez fait de l'exercice physique, et bien 2 jours après, une fois que vos courbatures elles sont passées, votre muscle, il a gagné, peut-être vous êtes capable de soulever 500 grammes de plus. Voilà. Et donc c'est ça l'avantage. Mais ça n'est possible que s'il y a cette phase-là. Alors, pour qu'il y ait cette phase qui soit correcte, il faut que le repos soit correct. Il faut que je dorme suffisamment, que je récupère suffisamment longtemps, que je m'alimente correctement, parce que si je n'ai pas les nutriments qui vont permettre à mon corps de reconstruire, je n'aurai pas cette restructuration qui va se faire. Donc 2 choses importantes, individualiser l'exposition au stress et individualiser aussi la phase de récupération. Parce que si elle est, pour certains, elle sera plus courte que pour d'autres. On vous dit qu'il faut manger des plantes, il faut manger des légumes, c'est bon à la santé. Et il explique que les légumes sont peut-être sans doute bien meilleurs à la santé pour les petits niveaux de toxines qu'ils apportent que pour leurs propres nutriments. Alors vous savez qu'on prend des légumes parce qu'on vous dit que ça apporte des fibres, que ça apporte des vitamines et minéraux, des enzymes. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que les végétaux apportent aussi des antinutriments. Je vous l'avais expliqué, vous vous souvenez, l'acide phytique, les fibres insolubles aussi, même c'est des antinutriments, c'est-à-dire c'est des choses qu'on n'arrive pas à assimiler et qui créent des réactions dans notre organisme. Et il explique que ces antinutriments, alors vous savez que les plantes, elles fabriquent ces antinutriments, c'est des poisons, Pourquoi? Pour se protéger. Pour se protéger. Par exemple, le haricot rouge, quand il est agressé par une araignée au Mexique, il sécrète un poison pour cette araignée, et ça se transforme en antinutriments que nous on ingère et auxquels il faut s'adapter. Alors si on en prend trop en grande quantité de ces antinutriments sur certains systèmes digestifs fragilisés, ça ne va pas être très bien. Par exemple, des FODMAPs, des fructo-oligosaccharides, certains ne vont pas les digérer. C'est trop puissant pour eux. D'accord? Alors que d'autres, une petite dose de ces FODMAPs, de ces antinutriments, de cet acide phytique qu'on trouve dans les produits complets par exemple, va être salutaire dans des réactions physiologiques particulières. Et nous permet de nous adapter à manger d'autres aliments qui contiennent ces molécules-là. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc ça veut dire, c'est pour ça que quand vous entendez parler de tel régime, il est bon pour l'un, toi tu devrais manger beaucoup de légumes, mais il y en a, ils ne peuvent pas manger de légumes, ils ne peuvent pas manger de légumineuses, il y a tellement d'antinutriments qu'ils ne digèrent rien. Et d'autres, au contraire, il leur en faut un petit peu, à des doses supérieures même par rapport à la moyenne, pour qu'ils se sentent mieux. D'accord? Donc souvent,
on pense que le poison n'est qu'une toxine, il faut l'éviter, alors que c'est la dose qui fait le poison. Et à dose optimale, ça entraîne même une réponse optimale dans l'organisme. Donc vous, en tant que naturopathe, futur naturopathe ou conseiller en hygiène de vie pour vous ou pour les autres, votre objectif, ça ne va pas être de supprimer tout ce qui génère du stress dans l'organisme. Au contraire, non, on n'élimine pas tout le stress. Vous savez, la mode aujourd'hui, c'est éviter les stress, ne pas être stressé, ne pas être trop contraint, se reposer, prendre du temps pour soi, etc. Bien sûr qu'il faut avoir du temps pour soi, des temps de repos, des temps où on est bien, on est dans du confort. Mais l'objectif pour vous, ça va être de gagner du confort dans l'inconfort. C'est la devise de l'Hormèse, être dans le confort, dans l'inconfort. C'est-à-dire que même dans des situations contraignantes, de froid, de chaud, un voyage difficile, un lit qui n'est pas un beau matelas, eh bien, on va quand même s'y sentir bien. Alors, comment on fait pour vivre le confort dans l'inconfort? Eh bien, il faut expérimenter les pôles extrêmes de nos capacités d'adaptation. À la limite, toujours à la limite. Pas au-delà de ce qui sera nuisible, mais à la bonne dose. Il y a 4 grands moyens naturels pour stimuler votre organisme. En fait, il y en a plus, mais on va retenir ceux qui correspondent aux contraintes auxquelles on a été soumis pendant des millions d'années. C'est-à-dire les contraintes qui ont fait partie de notre évolution d'être vivant. C'est la restriction calorique, ou du moins l'alimentation aléatoire. Alors ça, vous connaissez, hein, ça s'appelle le jeûne intermittent. Mais aussi, si ça marche sur le plan de la restriction, l'hormèse, la stimulation, il faut aussi de temps en temps être dans l'excès. Eh ouais. Non mais sincèrement, mais à des doses optimales, attention. Pas, tu dis te bourrer la gueule, mais si tu arrives au coma éthylique, tu n'auras rien gagné, tu auras perdu des neurones et tu ne seras pas plus fort. Alors ensuite, vous avez la confrontation au froid et au chaud, hein, toujours les deux pôles extrêmes. Hein. Donc pour ça, vous avez des techniques d'hydrothérapie, hein, on verra, qui sont très intéressantes, qu'on va étudier sur ce séminaire. Mais les bains d'air aussi, hein, ça suffit pour être confronté au froid, au chaud. Le sauna, le hammam, voilà, il y a des techniques qui existent. Les enveloppements, etc. Ensuite, vous avez quoi comme technique pour stimuler l'organisme et devenir plus résistant? L'exercice physique. Et ensuite, vous avez les techniques respiratoires. On sait que modifier sa respiration, ses temps d'inspire, ses temps d'expire, ses rétentions, l'apnée, augmente aussi nos capacités d'adaptation. Mais sinon, il ne faut pas oublier de se soumettre à toutes nos contraintes environnementales. C'est-à-dire, pas rester dans des environnements aseptisés, de temps en temps s'exposer à la lumière, de temps en temps être dans l'obscurité, de temps en temps marcher pieds nus, c'est-à-dire tout ce qui va stimuler, quand je dis marcher pieds nus c'est une technique, hein, mais vous comprenez que c'est aller se confronter aux éléments, et pas être tout le temps dans des chaussures avec des talons adaptés, machin et tout. Il n'y a plus du tout de gymnastique pour les pieds. On verra que la marche pieds nus c'est une adaptation intéressante. Donc la lumière, la chaleur, le bruit, si on s'isole tout le temps de tout ça, si vous vivez en ermite dans une grotte, eh ben, vous ne progresserez pas sur ce plan adaptatif. Au niveau psycho? Eh bien, au niveau psycho, c'est ne pas s'isoler de tous les conflits et à un moment donné de sa vie, se dire que ce que je vis va peut-être me rendre plus fort et mieux, dans un meilleur équilibre. Il y en a qui vont vous dire, voilà, oh là là, c'est terrible, les enfants, ils naissent dans des familles de divorcés, voilà. Mais en quoi c'est mieux ou moins bien? C'est un jugement moral qu'on fait, vous voyez? Mais sur le plan du développement personnel, des qualités que vont développer ces enfants plus tard dans leur vie, vous ne savez pas si c'est ou pas bien. Même les enfants battus, c'est terrible, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de contact humain, il n'y a pas d'amour, etc. Ça fracasse les enfants. Mais on s'est aperçu, c'est les travaux de Cyrulnik, qu'il y a une capacité de résilience quand on les remet dans des environnements sains, et que ces enfants ont développé, pour certains, attention, hein,
des capacités d'adaptation sur le plan psycho-émotionnel, de résilience, des niveaux de développement personnel très très élevés. Comprenez? Ils vont pouvoir réinvestir ça dans des travaux de thérapie, etc. Ils deviennent de très grands thérapeutes, puisqu'ils ont vécu des souffrances particulières. Donc, n'allez pas juger la souffrance. Mais non, il y a des doses optimales, et c'est sûr que vivre dans un environnement où on vous bat, où vous n'avez pas d'amour, etc., c'est terrible. Mais qui vous dit qu'un jour, ça ne va pas vous permettre de devenir quelque chose de très bien? Voilà. Pas de jugement moral dans l'hormèse. On est dans la biologie. Hein. Alors, moi, je suis pour faire de l'hormèse en utilisant des techniques qui vont nous replacer un petit peu comme dans les conditions dans lesquelles on a vécu pendant des milliers d'années. C'est-à-dire à l'ère paléolithique. C'est-à-dire qu'on est fait pour être biologiquement adapté au mode de vie paléolithique. On a les mêmes gènes qu'il y a 30 000 ans. Donc l'idée, comme on s'est éloigné de ce mode de vie-là et qu'on a gardé le même génome, c'est que si on veut revenir à un niveau de développement, d'adaptation ancestrale, eh ben, il faut se replonger dans ce contexte-là. Bien sûr, pas en vivant dans une grotte, mais en se confrontant à ce type de contraintes. Alors quel était le mode de vie paléo à l'époque? Eh ben, sur le plan alimentaire, ils ne mangeaient pas tous les jours. C'était alimentation aléatoire. Un jour, on mangeait beaucoup parce qu'on avait tué la bête, il fallait consommer certaines pièces rapidement, puis on gardait, on séchait le reste. Et puis des fois, il y avait des périodes où on allait à la chasse, on faisait des bredouilles, et pendant 3 jours, on ne mangeait pas. Ou pendant 2 jours, on ne mangeait pas. Pour aller à la chasse, on ne mangeait pas le matin, pour avoir une meilleure énergie. Donc, on faisait des jeûnes intermittents, des alimentations aléatoires. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et on s'est aperçu que sur le plan biologique, le jeûne intermittent, il avait énormément d'impact correct sur la stimulation neuronale, sur des facteurs d'adaptation digestive, sur la capacité à brûler plus de graisse, à utiliser les corps cétoniques, les acides gras plutôt que le sucre, etc. Donc, il y a plein d'avantages à faire du jeûne intermittent. Mais ce jeûne-là, tout le monde ne va pas le faire au même niveau. Il y en a, ils feront du jeûne intermittent sur un repas par jour, d'autres sera un jour par semaine, mais il y en a certains, au bout de 3 jours de jeûne, ils ne sont pas bien. Ça ne leur conviendra pas. Donc on fera plus 3 jours tous les mois. D'autres, il leur faut 5-6 jours pour avoir des bonnes adaptations. Voilà. Donc, on adaptera. Ensuite, nos ancêtres, ils vivaient comment? Sur le plan physique. Alors, ils étaient au contact des éléments naturels de la peau, pas tout nus quand ils étaient dans le nord, à Strasbourg, t'imagines ici, ils avaient des peaux de bête, ils savaient se protéger, mais vous avez compris qu'ils n'avaient pas de chauffage central et que la résistance au froid, elle était bonne. Donc, on va se confronter au froid, au chaud quand il y en a, hein, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient pour vivre? Bouger, ils allaient à la chasse. Mais la chasse, c'est pas simplement courir tranquillement. Alors, il y a des endroits sur Terre où on courait à 10 km/h, il y avait juste un peu de savane et ça suffisait, donc on faisait 10 km tous les jours. Mais sinon, la plupart du temps, il fallait se cacher, il fallait ramper, il fallait escalader, il fallait mobiliser tout son corps dans différentes situations. Il fallait traverser des cours d'eau, il fallait escalader des arbres, des rochers, etc. Ce qu'on appelle maintenant le MovNat. C'est sans doute le CrossFit qui a repris ça de façon codifiée, de façon extrême, mais c'est faire ces exercices-là dans la nature qui sont sans doute les plus adaptés à l'homme. C'était le mouvement hébertiste, on verra demain un petit peu. Ensuite, ils mangeaient des plantes amères. Nous, on n'a plus cette capacité-là, on trouve ça trop amer justement, trop acide des fois. Mais à l'époque, les plantes, elles étaient très fibreuses et très amères. Le sucre, ça n'existait pas, hein. Même les baies qu'ils trouvaient à l'époque, c'était pas sucré. Hein. Quand vous mangez des merises, vous savez, les cerises sauvages, vous avez vu le goût que ça? C'est hyper acide. Imaginez quand ils prenaient des racines de plantes, c'était hyper amer. Et cette amertume, c'est un goût qu'on a perdu, hein, une saveur qu'on a oubliée, et qui est très stimulante parce que quand il y a de l'amertume, ça veut dire qu'il y a un peu de poison, de toxine. C'est ce qui permet d'ailleurs de retourner si le produit est très toxique dans le goût ou pas. Et ce minimum d'amertume leur permettait de développer des capacités d'adaptation sur le plan digestif qu'on a plus. Voilà en gros les types d'exposition. C'est pour ça que la phyto sera intéressante, c'est pour ça que le froid, le chaud, l'exercice physique, l'alimentation aléatoire, tout ça est important dans l'hormèse. L'exposition solaire aussi, on verra que le rayonnement peut se faire aussi à des doses particulières. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la restriction calorique, qui est une adaptation très particulière, qui permet d'augmenter la durée de vie, qui a été mesurée sur les insectes, etc.
Alors dans votre vie quotidienne, il y a aussi des moyens de vous maintenir dans un minimum d'inconfort. Ben, tout à l'heure je parlais de la fièvre, mais plutôt que de faire baisser la fièvre avec les antipyriques directs, vous maintenez toujours un niveau de fièvre. Alors peut-être si vous voulez faire baisser un peu la fièvre, vous la faites baisser un peu pour ne pas trop souffrir, mais vous maintenez toujours un minimum de fièvre. Vous mettez à 38 et vous gardez du 38 pour que votre corps continue à agir. On n'enlève jamais tout. L'accouchement, maintenant, vous avez vu, depuis 2-3 générations, il est assisté, il est sans douleur. Hein? Les femmes, avant, elles ne le vivaient pas comme on le vit aujourd'hui. Alors, on en parlera quand on fera l'accouchement naturel et tous ces principes-là, mais dans les peuples primitifs, quand on laisse l'accouchement se faire, les femmes, bien sûr qu'il y a de la souffrance, il y a une adaptation très forte qui se fait, mais elles le vivent pas du tout comme nous. Enfin, comme vous, hein, parce que moi, j'ai pas accouché. Mais elles sont préparées à ça. Mais le problème, c'est que de génération en génération, on perd notre capacité de résister à la douleur, d'accepter la douleur, comme un réflexe d'adaptation. Alors, on met des protections solaires tout le temps, par exemple. Là, on en parlera, des lunettes. Alors que le rayonnement UV, à un moment donné, il faut le garder un minimum au niveau de la vue. Pareil pour la peau. On verra qu'il faut l'habituer à bronzer et se défendre correctement du rayonnement UV. L'excès d'hygiène, à force de vous laver, vous enlevez du mucus qui vous protège. Donc il n'y a pas d'adaptation. Une alimentation hyperglucidique va vous empêcher de rentrer dans des métabolismes, des processus particuliers qui sont des meilleures adaptations. Les féculents, les fruits, les légumes, etc. Donc au bout d'un moment, notre corps il sait que utiliser le sucre comme source d'énergie, alors qu'il y en a d'autres. Vous voyez ? Ensuite, un grand ennemi, hein, c'est le chauffage central. Hein. Le fait d'avoir toujours 20 degrés, c'est pas idéal en soi. Alors c'est pour ça que quand on sort, il faut accepter d'avoir un petit frisson, un peu froid, et se confronter aux éléments comme ça. Voilà, donc n'oubliez pas, je finis avec l'hormèse. C'est un processus, c'est augmenter vos capacités d'adaptation en stimulant votre corps par des contraintes qui soient fortes, adapté à vos capacités et suivi d'un temps de reconstruction qui est nécessaire pour bénéficier de la stimulation. Donc le repos est nécessaire, ça ne veut pas dire, vous avez compris, qu'on est tout le temps dans la contrainte, bien au contraire. Je préfère des phases intenses suivies de phases de repos reconstructif. Et l'ennemi de l'hormèse, c'est le stress chronique. Voilà.